Bonjour chers amis du Cercle Aristote, bienvenue dans une nouvelle capsule. Vous avez particulièrement apprécié, on vous remercie pour les vues, les commentaires, etc. La première capsule sur le premier tour des municipales. Nous sommes lundi matin, c'est l'heure du bilan du deuxième tour des municipales en compagnie de Pierre-Yves Rougeron. Pierre-Yves, bonjour. Un bilan Bonjour. de ce deuxième tour. Alors, ça va être assez rapide. Mhm. Donc, 68% des communes n'ont eu qu'une seule liste. Alors, les gens qui disent ah, la participation s'est un peu rattrapée. Non, c'est pas ça. C'est que la vraie vie politique locale est déjà finie depuis le premier tour. Là, vous n'avez eu que principalement les grandes villes, plus tout le peu de villes qui avaient plusieurs listes, le peu de petites villes qui avaient plusieurs listes au premier tour. Donc en réalité, l'enjeu historique et français des municipales est déjà fini. Déjà fini depuis une semaine. Là, vous avez la partitocratie dans son horreur. Donc on va faire le bilan des tripatouillages, qui a Mhm. gagné, qui a perdu, et on va voir les plus beaux tripatouillages. Donc, tu veux qu'on fasse de gauche à droite ou droite à gauche? On va faire cette fois-ci de gauche à droite au niveau Ça tombe tripatouillage. bien, vu que c'est la gauche qui a gagné. Ouais, ben voilà, justement, Comme c'était ça la prévu, question. le Parti socialiste, qui a fait depuis très longtemps sa mue de parti d'hierarque, enfin de parti d'énarque à parti d'hierarque, instituts régionaux d'administration, a bouffé la folie des Verts qui finalement n'empoche que Lyon. Je vous rappelle que comme vous l'avez dit lors des dernières municipales d'importance, pousser des républicains, tout simplement parce que là c'est encore l'alternance ancienne qui jouait sous le macronisme, pousser des républicains feu follet vert, et là c'est pousser du Parti socialiste feu follet RN, qui sera certainement plus durable que le feu follet vert. Ça, j'ai pas de mal à le croire, mais qui est très loin de la vague invincible que les gens attendaient. Très très loin. Et là, on va voir justement les problèmes que ça pose. Le Parti socialiste emporte une large part des grandes régions, des grands chefs de région. Donc les plus grandes villes, le PS est partout. Alors question, comment un parti qui est laminé au sein de et même minoritaire au sein de la NUPES a réussi ça? Tout simplement en participant suffisamment à la diabolisation pour faire de Mélenchon un électeur, une mèche, enfin grosso modo, un vortex qui, même s'il attire à gauche, est repoussé par ailleurs. Donc, participer de manière légère à la diabolisation, tout en co-gérant les villes avec les centristes pour pouvoir attirer, le cas échéant, dans une optique de deuxième tour, le vote du centre, voire du centre droit, ce qui s'est passé à Paris avec le déport massif de l'électorat de Pierre-Yves Bournazel. Qui connaît le personnage ne peut pas être surpris. Donc, le PS se pose comme cheville ouvrière du prochain gouvernement d'extrême centre, en disant nous sommes les seuls à pouvoir vampiriser l'électorat de Mélenchon à l'échelle locale si on élimine la LFI, et nous pouvons aller jusqu'au centre. Donc c'est nous le prochain pivot du grand gouvernement central, donc en réalité, nous pourrions être un En Marche première monture. Rappelez-vous, En Marche première monture, ce sont les seconds couteaux du Parti socialiste, l'énarchie de droite, incarnée par Édouard Philippe à l'époque et Alexis Collère, et quelques gagnants au loto qu'on a virés très rapidement. Ah, ils ont disparu très Donc, vite. ils ont disparu très vite. Donc, cette sociologie du premier En Marche, le PS technocratique entend la refaire. En tout cas, il se positionne dans une gestion social-démocrate des villes, c'est-à-dire inclusion, donc inclusion du lumpenprolétariat, donc désocialisation, perte de l'espace communautaire de la ville, donc on vire les producteurs,
on les envoie en périurbain, on garde les bobos et la racaille. Très bien. Et après cette, cette gestion municipale PS, on apporte ces villes qui sont de véritables tirelires, puisque à travers l'emploi municipal, vous pouvez nourrir un nombre d'affidés gigantesques. On les amène au grand gouvernement central en disant « Vous, la droite, vous avez peut-être des régions, mais nous, on a les villes, donc il va falloir qu'on s'entende pour, pour dominer le territoire contre les prolos. » Le PS, parti féodal, par nature, c'est un parti à courant, est plus qu'indiqué pour une gestion de reféodalisation des villes. Plus qu'indiqué. Bien plus que la droite, parce que la droite à l'échelle locale, c'est quand même les Rotary Club, c'est des baronnies, oui, mais comment dire, tu vois, les Républicains, c'est pas un ensemble de baronnies. Tu as des baronnies de province et au-dessus, tu as le parti. Les gaullistes ont toujours fonctionné comme ça. Alors, maintenant qu'ils sont anti-gaullistes, ils ont gardé la structure. Notamment parce que c'est des feignasses. Là où le Parti socialiste est féodal dans sa gestion locale, dans sa gestion nationale. Il l'a toujours été. Il est donc plus qu'indiqué pour ce type d'élection avec des tripatouillages, de la pourriture. En plus, il avait des agents dans tous les coins pour pouvoir le faire, les anciens radicaux, etc. Donc, des gens qui sont habitués au tripatouillage, surtout que ils peuvent à la fois être du côté de Méluche et du côté de Bournazel. Sans problème. Selon le terrain. Le PS n'ayant aucune doctrine à prendre en défaut. Vous pouvez pas dire qu'ils ont un double discours, ils ont pas de discours. Vous pouvez pas leur reprocher de retourner leur veste est doublée. C'est le parti tout-terrain pour les élections à tripatouillage, le Parti socialiste. Surtout que maintenant, il a, une technocratie extérieure à son secrétariat général, vu que le PS, le PS a changé de forme dans son organisation. Avant, vous aviez un premier secrétaire du Parti socialiste, celui qui a duré le plus longtemps étant François Hollande, qui était une espèce de culbuto qui, après s'être pris des baffes, tirait dans le dos des gens. Demandez à Payon, demandez à Valls et demandez à Montebourg, quand Hollande vous tire dans le dos, ça fait mal. Hein. Et tout tournait autour du secrétariat général, rue de Solferino. Pourquoi ? Parce que c'était le château d'eau qui arbitrait les courants. Maintenant, le PS, le secrétariat général s'est effondré, et donc le pouvoir s'est déplacé au sein de cette bourgeoisie de gauche, aux maires des grandes villes, à quelques personnalités de région, je pense à Delga particulièrement, et à une sorte de technocratie extérieure qui sont la survivance des anciens éléphants. C'est Hollande à l'Assemblée, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc en fait, Thierry, si on peut résumer, le Parti socialiste, en fait, en perdant le pouvoir central, c'est régionalisé. Alors, si tu veux, c'est ce que j'ai dit au début, pour terminer ma démonstration, il est un parti d'hierarque. Donc, il est surentraîné aux élections locales. Est-ce que ça implique que les élections nationales lui soient favorables ? Absolument pas. Les deux sujets n'ont plus rien à voir. Ce qui est normal, puisque l'absence de souveraineté en haut fait la reféodalisation en bas. C'est-à-dire que les villes deviennent des syndicats d'intérêt. C'est très clair. Tu vois ? Mettons de côté le cas de Strasbourg, où là jouait un enjeu local qui était de se débarrasser de Barséguian la folle, donc erreur des écolos, beaucoup de tripatouillage, mais encore plus d'idéologie. Or, à l'échelle municipale, ça tue. On ne fait pas les conneries qu'on fait à l'échelle nationale, à l'échelle d'une ville, parce que ça se voit. Quand on dit que les rats et que les punaises de lit, particularité alsacienne, sont des citoyens comme les autres, tu peux le dire quand tu es député,
tout le monde se foutra de ta gueule. Si tu le dis en tant que maire, tu vas le payer. Ayant vécu à Strasbourg, j'ai vu les effets de la co-citoyenneté des rats. Vu que j'avais des trucs de compost à côté de chez moi, donc Bouvard d'Anvers, et qu'on était infesté de rats. Bien. Or, les Alsaciens, et c'est là où on voit que, si tu veux, Strasbourg a quand même encore une identité forte, c'est dit, mais qui peut-on aller chercher pour arrêter ce massacre? Et ils sont allés chercher la vieille Trottmann, qui est de l'avis général des Strasbourgeois alsaciens, parce qu'il y a de moins en moins d'Alsaciens à Strasbourg malheureusement, le dernier vrai maire de Strasbourg. Parce qu'elle, elle est réellement du cru, si tu veux. Alors elle est archéo-gauche, anti-française, etc. Moi, j'ai aucune affection pour elle, mais elle appartient à une époque politique révolue qui plaît aux vieux Alsaciens. Donc là, si tu veux, faut mettre cette élection-là totalement à part, parce qu'il fallait débrancher Barséguian. Coûte que coûte. Coûte que coûte. Et donc, on est allé chercher une personnalité qui, au moins pour elle, de réellement aimer Strasbourg, même si son européisme chevillé au corps fait que je suis pas certain qu'elle s'oppose à la disparition de la ville. Je rappelle par exemple que le mot Strasbourg est en train de disparaître petit à petit. Quand on vit à Strasbourg, tu n'entends quasiment plus le mot Strasbourg, tu entends l'Eurométropole. Ce qui ne veut rien dire. Ce qui ne veut rien dire. Ce qui est ignoble pour la ville, parce que c'est une très belle ville, moi j'ai de très bons souvenirs. Et malheureusement, ça facilite l'expropriation des Alsaciens de Strasbourg, ce qui est quand même, si tu veux, ce qui fait quand même mal au cœur. Bon. Mais c'est quand même une élection microcosme qui est à mettre à part. Or, là, si tu veux, tu as un regain du PS parce qu'il a bouffé les Verts et parce qu'il est arrivé à mettre Mélenchon en repoussoir. Ce qui explique, vu que on les met en repoussoir, mais on les garde quand même. Ce qui explique que le PS, à l'échelle locale, a pu profiter de la dynamique de la France insoumise sans avoir, disons, à ramper devant Mélenchon, à quelques exceptions près. La plus grande conquête de la Mélenchonie étant la ville de Roubaix, ce qui était attendu par Giraud. Mais Giraud a pris le coin le plus communautariste de France, pour lui l'un des plus communautaristes de la France insoumise. Et je le dis, il peut être le candidat pro-décolonial qu'une partie de la gauche anti-mélenchoniste attend pour pouvoir se débarrasser du patron et recapitaliser sur l'électorat arabo-musulman comme une sorte de SOS racisme un peu hardcore. Je ne dis pas qu'il le fera, je dis que lui, il est scruté pour le coup. Donc, exactement comme je vous l'avais dit pour Quatennens, mais pas dans la même optique. Pour l'instant, lui, ils veulent pas le flinguer. Mais ils le regardent. Ça, faut être honnête. Mélenchon peut être heureux sur un point du second tour, c'est que il y a la confirmation que sa diabolisation ne lui est pas fatale, mais que néanmoins c'est un électorat c'est un parti repoussoir pour l'électorat. Mais quand vous êtes repoussoir pour une partie du bloc bourgeois, vous devenez tout de suite un pôle d'attraction pour tous ceux qui n'en font pas partie, ceux qui représentent de plus en plus de monde en France. C'était la dynamique du Rassemblement national, canal historique. Donc, Mélenchon peut être relativement, lui, satisfait, même si, face au PS, lui entend disons, parce que c'est une vieille obsession, hein, l'humiliation du PS pour Mélenchon, il estime l'avoir été pendant des années, d'où le fait qu'il soit parti pour créer le PSG à l'époque, et donc il veut sa revanche. Le problème, c'est que grâce à ces bastions locaux, le Parti socialiste va pouvoir beaucoup jouer pour, disons, faire en sorte que ce soit, réellement le dernier tour de piste du vieux, et deux, de le contraindre par des logiques d'appareil, disons, à un moment ou à un autre,
à plier les Gaules et à baisser le pavillon. Là, pour le coup, la guerre des gauches a encore augmenté d'un cran. Ça s'est vu avec le résultat de Paris. Nous pouvons capitaliser sur tous les bobos. Les bobos diabolisables, donc, sont allés voter Chikirou. Et alors, vous me direz, ça vient de l'électorat parisien, donc c'est quelque chose qui n'est pas transposable à l'échelle nationale. Mélenchon a encore l'avantage à l'échelle nationale. Mais la cogestion libérale que le PS peut promettre, le nombre de places que le PS peut promettre avec l'argent public, va beaucoup jouer sur les membres de la France insoumise dans les mois à venir, surtout que beaucoup commencent à penser à son avenir, et comme disait la marionnette de Michel Rocard au Bébé de Show, ce sera peut-être une bonne année, le vieux a l'air bien fatigué. Donc, c'est horrible, mais Mélenchon revit la fin de Mitterrand, sur certains côtés. C'est-à-dire qu'il est entouré de gens qui veulent se repaître du cadavre du vieux. Et je pense qu'il en est parfaitement conscient, parce que c'est tout sauf un idiot. Déportons-nous maintenant vers l'extrême centre. L'extrême centre a fusionné avec les Républicains. C'est-à-dire que, et d'un côté c'est tout à fait normal, car je vous rappelle que nous sommes dans la part droite de la Macronie, au gouvernement via Monsieur Le Cornu, donc ancien villepiniste. Donc, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ça a permis avant tout, tu vois, Renaissance, Horizon et les Républicains, que généralement ils ont fait cause commune, ça a permis de faire des Républicains à l'échelle locale un parti philippiste, sans qu'il y ait eu à coup fait rire. D'accord ? Au passage, est-ce que quelqu'un a entendu Monsieur Retailleau ? Allô, Monsieur Retailleau. Monsieur Retailleau est demandé au... Est-ce que quelqu'un a entendu le monoburn de Vendée ? Il est parti, il est disparu. Oui, alors bon, pourtant, on est au mois de mars, c'est pas la rentrée de l'ICES, le Vendée Globe, c'est pas maintenant, enfin, il n'y a pas un événement vendéen, je sais pas, quoi. C'est quand même pas la fête à la Roche-Jacquelin, bon. Donc il n'y a rien qui l'attire particulièrement sur ces terres. Est-ce que quelqu'un a vu passer Bruno ? Non, tout simplement parce qu'il sait que son début de campagne patine à mort. Il a été donné à mes camarades de croiser un des mecs qui a écrit son programme. Je peux assurer que les documents qui nous ont été présentés ont fait une hilarité générale. À ce point-là ? Ah bah, je vais te donner un exemple. C'est marqué sur l'énergie. On fera les textes européens détruisent le parc électronucléaire, nous n'en tiendrons pas compte. Et à un moment, t'as quand même un mec qui a demandé au programmateur comment, et il dit bah on sait pas. C'est super, les gars. Continuez, c'est bien, les gars. Si tu veux, et tu regardes le mec, tu te dis enfin t'es payé pour faire ça, toi ? Enfin t'es payé sur l'argent de qui ? Sur l'argent du parti, donc sur l'argent public, en fait. Sur Nicolas. C'est Nicolas qui paye encore ? Ah non, je me retire du projet. Ah non, je me retire du projet. Donc, si tu veux, ils sont complètement aux fraises. Retailleau ne sait pas. Retailleau, il est travaillé par deux trucs en même temps, et c'est pour ça qu'il laisse filer le parti. Un, il a le mistigris de la Macronie derrière le dos. C'est-à-dire qu'il a un bilan catastrophique, place Beauvau, et tout le monde le sait. Donc, il doit attendre, tout en ne ratant pas le train du début de campagne. Le problème, c'est que le train, il faut qu'il fasse siffler. Tu vois, personne ne se précipitera à la gare si le train ne siffle pas. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il va faire ? Surenchérir sur le vide ? Il va surenchérir par rapport à Bardella sur quoi ? Que Bardella surenchérit sur Macron. Donc il va surenchérir sur Macron encore. Qu'est-ce qu'il peut faire, Retailleau ? Alors, il aurait une stratégie, qui est la stratégie Sarkozy premier tour. Donc, je dérape, tu dérapes, il dérape, nous dérapons, vous dérapez, il dérape. Bon.
Le souci, c'est que Retailleau, c'est crédible quand ça dérape? Non, parce qu'il lui faut un équivalent du bruit et l'odeur, de Karcher. Bon, il est crédible, Retailleau? Je veux dire, Fillon l'avait essayé, celle-là. Il l'avait essayé, d'ailleurs, en prenant une ligne qui était assez proche de celle de mon ami Alexandre Delval. Rappelez-vous, c'était son ouvrage sur l'islamisation, etc. Et il avait fait 2 tours de France pour sensibiliser les mecs de droite là-dessus, ce qui lui avait permis d'emporter la primaire. Mais le problème, c'est que Oncle Fétide avait préparé ces dérapages, par exemple, sur l'islam. Là, le problème, c'est que Retailleau, qu'est-ce que vous voulez qu'il dérape? Il a été en charge au ministère de l'Intérieur et il a plié les Gaules tout simplement parce que le ministre de l'Intérieur n'est plus un contrôleur d'entrée et de sortie. C'est ça, hein, l'insécurité. Hein, c'est contrôler ce qui rentre, contrôler ce qui sort. La base de la sécurité, c'est ça. Eh bien, Retailleau n'est plus un contrôleur, c'est un enregistreur d'entrée et de sortie et surtout de conséquences d'entrée-sortie. Donc, tout le monde le sait. C'est pour ça qu'il doit bien se planquer, et pendant ce temps-là, les édiles locaux, vu que c'est un parti, un peu comme le parti radical, qui est une sorte de canard sans tête, qui pourra courir pendant des années sur des circos locales, a fait allégeance à Monsieur Philippe, qui, ouf, est sauvé. Ah, on a eu peur au premier tour au Havre. Hein. Ah, il va pouvoir se présenter. Puis il n'y a pas du tout de y a pas du tout de soupçon de magouille. En plus. Ce serait pas pris différemment. On ne s'y serait pas pris différemment. Donc, le flotteur central est remis sur son cheval, le flotteur gauche se fait reluire, et le flotteur droit a quelques difficultés, mais jusque-là, ça ira. Donc, on passe, si tu veux, au Rassemblement national. Oui, Le Rassemblement national va avoir 70 villes en tout. Dans les grandes villes, la stratégie de boboisation catastrophique, échec total. Et donc, repli sur les villes moyennes. Repli sur les villes moyennes. Alors on me dira, oui, mais il y a eu Nice. Alors, Nice, c'est un traquenard pour le Rassemblement national. Et d'ailleurs, quelqu'un a vendu la mèche, Monsieur Lisnard, qui a félicité Monsieur Ciotti en disant bien, t'aurais dû encore liquider plus l'image du Rassemblement national. T'aurais peut-être encore eu plus de voix. Face au motodidacte qui a annoncé qu'il quittait la vie politique. Alors évidemment, j'ai repris 2 fois des nouilles. Mais évidemment que tu mens, Christian. Tu sais rien faire. Tu sais rien faire d'autre. Donc malheureusement, il sera pas l'heure d'un cochon de lait avant qu'on revoie ta sale trogne. Il sera pas l'heure. Mais bon, le fait que tu puisses un jour disparaître sera la consolation de mes vieux jours. Enfin bon. Voilà. Donc, le motodidacte, si tu veux, le mec qui commence chez Jacques Médecin, il termine chez Macron. Je rappelle que Estrosi, il a commencé dans des comités pour l'établissement de la peine de mort. Hein. Je le rappelle quand même. Plus dur sera la chute, Pierre-Yves. Plus dur sera la chute du motodidacte. Or, le problème, c'est que c'est un véritable traquenard parce que Monsieur Ciotti va utiliser sa élection nouvellement élue pour encore plus macroniser le parti et demander qu'on macronise le parti. Éric Ciotti n'a aucune conviction. Aucune. Il n'en a jamais eu. Tu vois, si tu veux, il est... tu vois, ses convictions sont dégarnies, lui aussi. Donc, ce qui est le plus grand problème, c'est qu'en réalité, il va jouer le Ménard bis. Et en pire. Parce qu'il est encore pire que Ménard. Est-ce que c'est possible? Ah oui, oui, oui. Il est pire parce qu'il est beaucoup plus stupide, Ciotti. Ménard est intelligent. Tu sais, c'était ce qu'on disait de Talleyrand. Il est intelligent, mais il est intéressé. Ménard, c'est ça. Intelligent, mais intéressé. Tu vois, Ciotti, il est intéressé. Et Ciotti, il est que intéressé. Mais il va utiliser ça pour encore plus macroniser. Parce que lui, il avale tout. Hein. Il avale tout, Ciotti. De toute façon, il avale d'autant plus tout qu'il comprend rien. Donc, avec en plus des résultats, je vais dire, il y aura que Nice pour s'en plaindre. Il va gérer exactement, et avec les mêmes hommes,
si tu veux, exactement ce que fait Louis Alliot à Perpignan. C'est-à-dire, ça va être des gérants de désastre. Mais bon, c'est comme ça. Or, le souci, c'est que ça ne change pas les pesanteurs sociologiques qui font que le front est évité dans les grandes villes et tout vote national est évité dans les grandes villes. On va devoir en tirer des conséquences sur lesquelles je vais arriver. Vous me direz, oui, mais il y a eu Sarah Knafo à Paris, qui maintenant a son blanc-seing pour aller à la présidentielle et peut-être même pour écarter le candidat historique de Reconquête. Ce qui se dit dans les coursives. Hein. Moi, je ne sais pas s'ils le feront ou pas. Ben, je vais te dire que je ne pense pas que l'élection de Sarah Knafo soit transposable. Pourquoi ? Parce qu'il faut voir les coins où on a voté pour elle à Paris. Ce sont des coins d'une certaine bourgeoisie de droite et d'une certaine bourgeoisie de droite, disons, pro-israélienne. Les deux ayant voté pour elle. À l'échelle nationale, c'est intransposable à mon sens. Intransposable. Alors, si elle passe sur CNews quasiment tous les jours comme elle en a l'habitude, elle a quand même eu le JT du 20h de TF1 pour le lancement de sa campagne, c'est-à-dire le maximum pour mettre quelqu'un en orbite. Il n'y a pas de casse au-dessus. Mais là encore, je suis pas totalement certain que ça passe le périph. Il peut avoir le même phénomène qu'avec Zemmour, voire en pire. Parce que je ne pense pas qu'elle puisse être médiatisée à aussi haute dose en 2 ans. Enfin, même pas, en 1 an et demi. Même encore moins, d'ailleurs. Donc, je pense pas. Je peux me tromper. Mais, si tu veux, il y a quand même un espace qui est réduit à la droite du front. Réduit. Sauf si le front s'effondre complètement, ce qui n'est pas impossible, parce que là, la conquête va être beaucoup plus difficile. Et quand la conquête disons, s'oriente vers les difficultés pour le Rassemblement national, les pesanteurs internes reviennent. Et entre autres, les affrontements de personnes cachés en affrontements de lignes. Ça, c'est une vieille histoire du Rassemblement national. C'est-à-dire que dès que la caisse commence à ne plus sonner, on se fout sur la gueule. Parce que, tu vois, on n'est pas chez les Républicains. Chez les Républicains, d'abord tu perds la caisse, après tu perds l'espérance de caisse, et après tu trahis. Mais il faut dire, il y a un trésor de guerre historique. Là, quand tu perds la caisse, c'est à couteau tiré. Et nous verrons comment va s'orienter l'ambiance dans l'après municipal et surtout à l'approche, vu que nous arrivons au mois d'avril, mai, juin, juillet. Dans 3 mois, nous saurons pour Marine Le Pen. Et après, ça va être les purges, ça, si tu veux, ça va se décanter. Hein. Tout de même, on aura l'occasion d'en reparler. Leçon métahistorique de métapolitique, pardonnez-moi, et même d'ailleurs historique, de ce scrutin. On peut dire que dans certaines banlieues, il y a eu une poussée légère de l'électorat, disons, de remplacement, avec des images qui font pas plaisir à voir, tu vois. Un maire qui se fait déloger par disons, un électorat où t'as que des banlieusards agressifs et qui est obligé de repartir encadré par les flics, si tu veux, ce n'est pas un signe de bonne santé républicaine. Ça, c'est certain. Néanmoins, encore une fois, la fameuse vague islamiste qui devait arriver en banlieue sous couvert de partis anodins, type parti des gens à Grigny, etc., n'a pas eu lieu. Tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à mobiliser. Alors, ils grattent certains endroits. Mais tout comme le front gratte certaines petites villes particulièrement du sud, ce qui va d'ailleurs poser un problème parce qu'ils grattent sur les questions migratoires au sud, sur les anciennes terres de gauche au nord. Ça, c'est pas une nouveauté, mais à un moment, il y aura un cocu des deux. Ouais. Parce que ils ont pas les hommes pour faire un programme de concorde civique. Ils ne les ont plus depuis très longtemps. Donc à un moment ou à un autre, ils feront ce qu'ils font d'ailleurs à l'Assemblée, c'est-à-dire soit de la politique de reniement par une politique de classe, soit rien. C'est triste, hein.
Et je voudrais bien qu'il en soit autrement, mais je n'ai aucune donnée me permettant de dire le contraire de ce que je dis. Et croyez bien que j'en suis le premier navré. Pour revenir sur la grande question historique de ce scrutin, que faire de la bourgeoisie urbaine? L'insécurité ne la nationalise pas. Là, vous avez un cours sur l'exemple. Les villes deviennent des coupe-gorges, mais à l'exception de Brest et de une ou deux autres, je rappelle que la maire très courageuse de Crépol, elle a été réélue qu'à 200 voix. C'est rien. D'accord? C'est rien. C'est l'épaisseur du trait. Donc, vous voyez, ça c'est très très particulier. Très 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 particulier. C'est que l'insécurité ne les fait pas bouger. La hausse du prix de la vie ne les fait pas bouger. L'électricité ne les fait pas bouger. Est-ce que quelque chose les renationalisera? Pas sûr. Donc, que faire pour éviter de vivre un jour sans fin de Rachida Dati? C'est-à-dire d'astiquer les pompes de tout le monde pour être élu. Et d'ailleurs, elle est très aimée comme maire du 7e, hein, c'est pas la question. Elle fait tous les réseaux, tous les machins, tous les trucs, et vlan, elle se prend, après la gestion catastrophique d'Hidalgo, elle se prend un 60-40 dans la gueule, et encore, ça aurait été 70-30 avec l'électorat de Chikiro. Tu vois? Donc si tu veux, elle se prend 10 points dans la vue. Pourquoi? Parce que nous avons choyé en pensant que les bobos pouvaient changer d'idée. Non. Comme je l'ai dit dans ma vidéo sur les boomers, le boomerisme, c'est un état d'esprit. Vous n'avez pas l'âge de vos artères, vous avez pire, vous avez l'âge de vos idées. Et ce faisant, nous devons comprendre qu'à un moment, il y a aussi disons, des affrontements sociologiques à gérer, et ça nous pose problème à nous nationalistes, parce que nous, on a un côté beaucoup trop unitaire. Nous, on est pour la réconciliation de tout le monde. Ce qui est normal, nous sommes nationalistes, donc nous ne voulons pas d'affrontement interne. Mais question, parce que face à la racaille, c'est facile, la racaille, elle n'est pas française. Donc, on la traite comme ce qu'elle est, c'est-à-dire un bourgeon étranger sur nos terres. Ouais. Mais et là, ça nous ramène à une vieille question qui a fait d'ailleurs une partie de la haine que me porte une partie de l'extrême droite française. Quand je leur ai dit, qu'est-ce qu'on fait de la masse des traîtres qui sont pourtant visage pâle, white spirit? Qu'est-ce qu'on en fait? Parce que vous voulez pas des assimilés. Ça tombe bien, pourquoi pas, ils iront chez moi, donc c'est pas grave. Mais, parce qu'ils y sont les bienvenus. Mais le problème, c'est que les désassimilés étrangers, c'est facile. On a quelque part où les renvoyer, d'un côté. Suffit d'avoir l'autonomie de nos forces de défense. Et ça s'appelle un Frexit. Parce que dans l'état actuel, vous ne ferez pas de remigration. Tout simplement parce que le droit européen l'interdit. Point. Oui, mais il y a un plan. Au moins, il y a un plan. Pour eux, il y a un plan. Il y a quelque chose qui est possible de mettre. Non, mais tu vois, il y a un plan écrit par des escrocs et des lâches. Mais si des gens bien se mettent sur la remigration, ce qui a été le cas par exemple avec quelqu'un comme Laurent Ozon, tout est possible. C'est ce que je dis. Tout est possible. Par contre, qu'est-ce qu'on fait des autres? C'est ça le problème. Qu'est-ce qu'on fait des autres? Où est-ce qu'on les renvoie? Le trou de Balistan n'existe pas. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, on ferait un pont aérien par charter. Mais là, pour le coup, où est-ce qu'on les renvoie? Très tristant. Et ça, si tu veux, c'est pour moi la grande question, tu vois, qui aboutit au bout de cette pourriture de tripatouillage électoral absolument informe, où tu as, c'était d'ailleurs un point de nos échanges avec Ozon, c'est la problématique de l'État caché. C'est-à-dire un État qui soit le nôtre, parce que là, l'État est vampirisé et exsanguiné par, disons, une classe parasitaire, tu vois, qui tiennent plus des tiques que de Dracula, hein.
parce que bon, tu veux, Dracula, pour l'avoir lu, c'est une autre gueule. D'ailleurs, je préfère Dracula à ces gens. Mais là, pour le coup, on est plutôt, on est plutôt dans l'armada de tiques. Mais ça peut être terrible, hein, une infestation de tiques. Hein. Pour toute personne qui a vécu à la campagne, quand tu as vu un animal bouffer aux tiques, si tu veux, ça fait pleurer. Hein. Mais voilà, grosso modo, nous sommes perclus de tiques et nous devons, je pense, avoir en tête qu'il y a un problème de gestion de la bourgeoisie urbaine qui, elle, entend faire une guerre de classe aux autres classes qui portent le projet national, et qu'à un moment, eh bien, nous devons aussi traiter ces gens comme ils traitent les autres. Mais ça veut dire pas de ne plus être unitaire dans notre volonté, mais ça veut dire aussi d'être conscient que c'est pas parce que nous voulons le bien de tous que tous veulent le bien de la France. Et donc, faut savoir réagir comme tel, parce que c'est facile quand c'est Mokhtar. Mais d'ailleurs, l'un des seuls points pour lequel la droite commence à réfléchir là-dessus, c'est à cause de la sociologie des antifas. Parce que chez les antifas, il n'y a pas de Mokhtar. Tu vois, il y a plutôt de l'Alexandre Victor. Oui. Tu vois. Voilà ce que j'avais à dire du second tour de ces municipales. Eh bien, merci beaucoup Pierre-Yves pour cette analyse, pour terminer cette vidéo rapidement, parce que on va vous le dire, le grand entretien a été tourné il y a quelques jours, il va sortir cette semaine, là, dans les prochains jours, il va sortir tout prochainement le grand entretien du mois de mars, sur notre chaîne, on se réjouit de vous le présenter, parce qu'il y a beaucoup de sujets à voir. Malheureusement, il y a une nouvelle qu'on n'a pas pu traiter dans ce grand entretien, qu'on aurait bien aimé, qui est tombée ce matin, au moment où on enregistre, là, il y a une heure, c'est l'annonce de la mort de l'ancien Premier ministre Lionel Jospin à 88 ans. Pierre-Yves, un petit mot rapidement dessus, comme ça. Alors, un petit mot rapidement. Donc, comme vous le savez, il y a deux manières de gérer ce type d'événement. Donc, c'est soit des morts, on ne dit que du bien. Hein. Ça va pas être le cas. Soit, comme disait Voltaire, aux morts, on ne doit que la vérité, et on doit que la vérité à Yo-Yo. Donc, parce que c'était le surnom de Jospin, Yo-Yo. Donc, alors, Jospin, attention. Alors là, c'est salade tomate oignon, comme dirait Benoît Hamon. Donc, fils de collabo, trotskiste, parti socialiste mitterrandien, protestant anti-français, salade tomate oignon. Alors, ce qui veut pas dire que tous les protestants sont anti-français, très très loin de là. Mais lui, si tu veux, il avait ce point en commun avec Rocard, c'est-à-dire de vouloir nous faire payer les guerres de religion, en tout cas la vision qu'ils en ont, parce que c'est pas tout à fait ce qu'on vous a raconté non plus. Donc, il y a beaucoup à dire sur Jospin. Alors, je rappelle que Jospin, donc évidemment, Troscar retourné, tu vois, c'est vraiment ça, tu vois, c'est rien que ça, c'est glauquissime. Donc, envoyé au PS pour infiltration, retourné par la logique intérieure du PS, devenant hiérarque socialiste. Alors, vous lui devez beaucoup de choses. Je vais être très clair, il y a un seul compliment à lui faire, c'est que, comme me le disaient certains de ses collaborateurs pour les avoir interrogés, dans un gouvernement socialiste, vu que je vous rappelle qu'il est le Premier ministre, après la fameuse dissolution ratée de M. Dominique Galuzzo de Villepin, il était le seul, disons, à surveiller sa braguette. Bon, il faut dire, il était entre messieurs Strauss-Kahn et Fabius, donc, comment dire, deux hommes qui, comment dire, comme dirait Benjamin Griveaux, qui savent prendre les choses en main. Donc, lui au moins, il n'était pas à renifler toutes les secrétaires, contrairement, il n'avait Dieu que pour Sylviane Agazinski, donc sa compagne. Donc, c'est le seul compliment que je ferai sur ce type. Donc, au moins c'est fait, comme ça vous direz pas que je n'ai que mauvais fond. Non, tu as bon cœur, Pierre. Voilà, si tu veux, c'est marqué sur ma carte de visite, docteur en nostalgie, professeur en humanité et bienveillance en tout genre. Exactement. Bon, par contre, d'ailleurs, il faut que je la fasse refaire parce que c'est quand même payé à la lettre et elle m'a coûté un bras. Donc, soyons clairs. Que devez-vous à Monsieur Jospin ? Vous lui devez 5 faits qui vont vous réjouir.
Vous vous rappelez la tolérance religieuse à l'islam radical sur les affaires de voile? Bah, c'est lui qui a commencé à faire de Creil, où il est ministre, disons, chargé, entre autres, des questions éducatives et scolaires. Et c'est lui qui se couche avec cette fameuse phrase « Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse que la France s'islamise ?» Merci yo-yo. Donc, évidemment, il sera du côté des minorités, vu que, vous comprenez, la méchante France catholique, elle fait du mal aux minorités. La preuve, moi, je suis protestant. Donc, donc il est le fils de Robert Jospin. Donc, là, on est dans la collaboration, hein, on va être très clair. On est dans la collaboration. Donc, évidemment, passer à gauche un peu pour se venger de papa. Donc, bon, pourquoi pas. Donc, vous lui devez ça. Vous lui devez, pour pouvoir faire l'accord entre la gauche plurielle après la dissolution, vous lui devez la fin de Superphénix et donc la destruction de l'avance de la France en termes d'énergie nucléaire. Tout ça pourquoi? Pour avoir Dominique Voynet quelques mois dans son gouvernement. Ça, c'est son pire Et crime, ça, si tu veux, ça, c'est un crime de haute trahison. Ça, si tu veux, en 45, on en a passé au piquet pour moins que ça. Hein. On en a passé à l'échafaud pour moins que ça. On en a passé au gibet pour moins que ça. Donc, bon. 2. Attention, c'est pas fini. Vous lui devez par Martine Aubry, donc la mère de Lille, la fille de l'or, donc qui a tous les défauts de son père, qui comme il était dénué de qualité, ça va être vite réglé. Mis à part à la rigueur d'éponger une partie de notre excédent viticole à lui seul. Mais ça, c'est très bien. Ça, c'est patriote. Oui, mais ça aussi, elle l'a de son père. Hein. Donc, oui, mais elle vous a fait les 35 heures. Alors, les 35 heures, c'est le pont aux ânes de la droite. C'est-à-dire, tout le monde dit les 35 heures, les 35 heures, les 35 heures. Vous savez ce que c'était, les 35 heures? Les 35 heures, c'est l'os à ronger que Martine Aubry a donné à ses traîtres de syndicats jaunes, payés par la Confédération européenne des syndicats, pour pouvoir accéder plus vite aux accords du GATT et de l'OMC, dont le libre-échange a tué plus d'entreprises et plus de salariés français que les horribles 35 heures. Et ça a donné un os à ronger à la droite, donc dès qu'il y a un problème, la droite fait waf waf 35 heures, et la gauche dit, vous vous rendez compte, on est quand même des humanistes, on a fait les 35 heures, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir plus de temps libre pour rien faire, vu que vous n'avez pas de pouvoir d'achat, et que vous allez avoir plus de temps libre pour réfléchir sur vos vies de merde et pour vous foutre sous l'autobus, et en plus, hein, parce qu'on est quand même, tu vois, on est comme chez la lessive homo, on a en plus un paquet bonus dans le cadeau, ou un cadeau dans le paquet bonus, comme vous voulez. Eh bien, en plus d'avoir plus de temps pour rien foutre, parce que de toute façon, on vous a rendu plus pauvre, eh bien, comme vous aurez moins d'usines, vous aurez encore plus de temps parce que vous serez au chôme du. Donc, bon, vous lui devez également ceci. 3. Vous lui devez le fait d'avoir donné la moitié de l'aérospatiale et des Airbus civils aux Allemands. C'est à lui que vous le devez. C'est également à lui que vous devez la fin qui nous plonge aujourd'hui dans la crise démographique, des allocations familiales sans condition de ressources, qui étaient, c'est pas les montants qui comptent, c'est le fait d'assurance. C'est-à-dire, si j'ai un enfant, on m'aidera. Parce que si vous voulez, pour tous ceux qui ont des enfants derrière cet écran, vous savez que l'enfant, c'est pas qu'un bonheur, c'est aussi une angoisse de protection. On est avant tout des parents. Si vous travaillez sur cette angoisse, vous activez, chez les gens qui veulent des enfants, évidemment, vous activez cette volonté d'enfant. Parce que, si tu veux, c'est vraiment avant tout une question de moyens. Avant tout. Donc, vous lui devez ça. Donc voilà. Donc, toutes mes condoléances, mais enfin, le banc de moule a séché à l'île de Ré, hein, et toutes mes condoléances quand même. Merci Pierre-Yves pour... Merci Pierre-Yves pour cette vidéo. Si vous voulez soutenir le Cercle Aristote, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire, un like, à vous abonner, à mettre la cloche, à nous suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve cette semaine très rapidement
pour le grand entretien qui a été tourné il y a quelques jours, donc du mois de mars. Et on va se retrouver maintenant pour les formats dont vous avez l'habitude. Et prochainement, certainement début avril, pour une FAQ en direct sur le Twitch, en compagnie de Pierre-Yves et moi-même et d'autres personnes. On vous donnera les horaires. Merci beaucoup. Et on se retrouve très prochainement sur la chaîne. Salut! À toutes. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.